euh, le 15 avril, et ce propos et ce développement à propos de El-Bachir, l'ex-président du Soudan. Je dirais, je pourrais l'intituler moi et El-Bachir, une histoire un peu particulière. Et en fait, ce matin, je capte une télé française, une chaîne franco-allemande, culturelle et tout le reste. Et il y avait un programme pour la jeunesse dans lequel on disait le, les, l'épouvantable dictateur soudanais. L'épouvantable. Et il y avait, comme on dit, une certaine inflexion de la voix pour mettre de l'effet dans ce mot épouvantable. Donc j'imagine un programme en direction de la jeunesse qui traite quelqu'un d'épouvantable. Alors épouvantable, c'est l'épouvante, c'est l'épouvantail, c'est tout ce qui fait peur, tout ce qui horrifie, et tout ce qui est quelque part d'une constitution autre. C'est le monstre, c'est l'être, comment dire, innommable, c'est la bête, peut-être la bête, ça peut être, bien entendu, je ne fais guère de cas d'El-Bachir. En lui-même, il ne m'intéresse guère. Je ne, ni lui ni d'autres ne sont dignes d'être loués en quoi que ce soit. Ni Saddam Hussein, ni, ni Kadhafi, ni Al-Bashir, quoi qu'il porte. Saddam, c'est un prénom qui a une certaine, comment dire, un peu effroyable. Saddam, c'est celui qui heurte, celui qui fracasse peut-être. Kadhafi, c'est celui qui lance. Quoique ça, c'est son nom de famille. Et Muammar, c'est peut-être celui qui peuple. Donc là, c'est un prénom peut-être un peu plus, comment dire, un peu, qui peut ne pas éveiller quoi que ce soit. Et de mauvais, je veux dire. Donc El-Bachir, c'est le porteur de bonnes nouvelles. El-Bachir, El-Bishara, d'ailleurs, le Christ peut se prévaloir de cela. El-Bishara, c'est peut-être l'annonce, ou l'annonciation. En tout cas, ça. Et après, j'ai déjà parlé du Soudan, et évidemment, je dirais encore un exemple de ce qu'on pourrait appeler une autre fois, et une fois de plus, le eux et nous. Il y a toujours une certaine séparation entre ce que des personnes peuvent avoir comme opinion ou comme position à propos de certains événements et les autres en face qui condamnent, qui quelque part lancent des anathèmes, sont presque prêts à se lancer dans des croisades. Certains clownés a voulu lancer une croisade pour libérer, pour venir au secours des peuples du Darfour. Il y avait là quelque chose d'éminemment excessif. À un moment, j'avais entendu parler, il y avait quelque chose comme ça qui circulait dans l'air. Il fallait lancer une croisade en Afghanistan pour venir au secours des femmes maintenues dans une position
d'infériorité. Il fallait libérer les femmes afghanes et peut-être les femmes musulmanes tout court. Il faut venir en aide aux êtres qui souffrent. Alors, l'intention peut être louable, après, c'est le diable est dans, comme dirait l'autre, le diable est dans les détails. Le diable, faut toujours se méfier. Quelque chose peut être mené avec les meilleures intentions du monde, se révéler se révéler totalement et finalement y connaître un sort totalement inattendu ou inverse ou insupportable. On ne peut pas comme ça changer les habitudes suivies, les habitudes et les traditions respectées par tout un peuple. Les choses sont éminemment complexes. Le statut accordé à certaines personnes ne peut pas être d'une certaine façon abrogé comme cela. Il y a toujours tout un soubassement culturel qui permet à ce statut de se perpétuer. On peut par exemple accorder des droits civiques à certaines personnes, mais on ne peut pas changer les mentalités, on ne peut pas rentrer dans l'esprit des gens pour leur laver le cerveau et leur mettre à la place des idées tournant autour comment dire, ce seraient les idées issues du siècle des Lumières, etc., etc., les idées à caractère universel ou à prétention universelle, c'est-à-dire à l'égalité entre les sexes, la libre détermination de chaque individu, etc., etc., la liberté de choix, la liberté de croyance et tout cela. Cela, évidemment, tout le monde désire que tous les êtres accèdent au plein exercice de leurs droits. Mais finalement, on peut désirer ces choses-là, mais on sait que dans la pratique, les choses sont... Nous sommes dans l'impossibilité de faire aboutir ce désir. Ce désir doit rester au stade du désir, du souhait. Et on espère toujours que les choses vont avancer. On sait que cela peut prendre du temps, mais on espère qu'au bout d'une certaine période, une génération par exemple, les changements commenceront à s'opérer et voilà. Donc ça c'était l'Afghanistan. Maintenant revenons sur le Soudan qui est d'une certaine façon déjà un pays, le pays des Noirs, pour le traduire de l'arabe directement, c'est le pays des Noirs et je me rappelle de cette comptine éminemment raciste et méprisante, et plus que méprisante, que chantent les Marocains à propos du pays des Noirs. En fait, le pays des Noirs, c'est pas seulement le Soudan géographiquement désigné, mais le pays des Noirs. Tous les Noirs, finalement. Maintenant, le Soudan, même s'il est grand, s'il était encore plus grand en surface, il n'en demeure pas moins qu'il ne couvre pas toute la partie subsaharienne de l'Afrique. Et donc, moi, quand j'entendais cette comptine, je pensais tout de suite au Soudan. Au Soudan, tel qu'on le connaît, se trouve au sud de l'Égypte, etc. Non, ça voulait dire tous les pays dans lesquels habitent des Noirs. On va y chercher. Le Noir est allé chercher
une servante noire. Le noir est allé chercher une servante noire. Je ne me rappelle plus si c'est bien les paroles. En tout cas, je peux avoir oublié, mais je n'ai pas oublié le terme de servante noire. Il n'y a pas le terme d'esclave, il y a celui de servante, mais il y a eu le servage, et le servage est aussi une forme d'esclavage. Et voilà, donc, c'est un pays énorme. C'est un pays issu de la comment dire, de la colonisation ou de la décolonisation. C'est les Britanniques qui lui ont donné ses frontières et quelque part, il englobait un certain nombre de territoires qui peut-être n'auraient pas dû être ensemble. Le Darfour est une région spéciale qui a peut-être été autonome à des moments de l'histoire, qui a peut-être une tradition d'autonomie, d'indépendance, donc le Darfour. Après, il y a le Sud-Soudan, peut-être là aussi. Mais le problème, et d'une certaine façon, c'est le gigantisme du pays qui pose problème. Ces pays-là étendus, j'imagine, de la capitale jusqu'au Sud-Soudan, il faut peut-être compter, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. On imagine un peu le manque de liaison entre le centre et ce qu'on pourrait appeler la périphérie. Il devait y avoir un centre, le Khartoum, qui est totalement, qui vit dans une autre dimension que le reste du pays. Un pays énorme, donc ingouvernable peut-être. Le démembrement de ce pays, d'une certaine façon, logique. Le démembrement qui a commencé par le Sud-Soudan devait se poursuivre peut-être par le Darfour et par d'autres régions. Il y a encore des mouvements, on va dire, séparatistes. L'histoire n'est pas terminée pour ce pays. Les désordres et les revendications de toutes sortes sont encore en cours. Donc le problème, Al-Bashir, Omar Al-Bashir, là je me suis trompé. En fait, son prénom c'est Omar et son nom de famille c'est Al-Bashir. Donc c'est le nom de famille, non pas le prénom. Mais il en reste, pour moi, c'est un bel, comment dire, un beau nom. Un nom qui ne peut laisser, comment dire, c'est un bon présage. Hein, voilà, et finalement, cette histoire des armées issues, je ne sais pas, de l'élite formée par les Britanniques ou pas, en tout cas on voit ces armées d'une certaine façon qui se passent le pouvoir. Omar al-Bashir est issu d'un coup d'État qui a été fomenté contre un ex-président Noumeiri qui lui-même avait provoqué un coup d'État, avait initié un coup d'État. Donc il est déjà particulier. Normalement, les militaires n'ont rien à faire dans la politique. Leur travail, c'est de défendre les frontières d'un pays. Ils n'ont même pas affaire à la police. Et donc, on retrouve les militaires dans l'exercice du pouvoir au quotidien et décidant pour les choix stratégiques de la nation en matière d'économie, en matière d'environnement, en matière d'infrastructure, en matière... Évidemment, ils échouent. J'imagine que des gouvernements civils aussi auraient pu échouer. C'est un pays énorme comme cela. Il est impossible. Il y aura toujours des régions un peu marginalisées de par leur éloignement. Et puis, on est content que la chose qui se passait au Sud-Soudan s'est terminée d'une certaine façon, puisque la guerre est régnée depuis plusieurs décennies. Une guerre suivait une autre.
bien entendu, quelquefois, l'État du Sud-Soudan ne fait pas plaisir. Après la guerre, il y a eu une guerre civile horrible et pour cette guerre-là, on n'a pas entendu cloner, se mettre en mouvement et appeler à la guerre sainte. Il ne pouvait pas, puisque quelque part, ça ne rentrait pas dans, dans sa vision du monde. Il avait voulu faire croire qu'il y avait des Noirs qui étaient, euh, qui étaient maltraités, réprimés, peut-être même mis à mort par des Arabes. Or, ces Arabes-là, s'ils sont Arabes, ils sont Noirs aussi. Pour les autres Arabes, c'est le pays des Noirs. Le Soudan, c'est le pays des Noirs. As-Soudan. Soudan. As-Soudan. Peut-être que c'est là où il y a le mot Soud qui littéralement veut dire les Noirs. Donc c'est le pays, c'est le lieu. Et finalement, donc, bien entendu, on ne compte pas sur cloner. Il y a eu dernièrement le pape actuel qui a fait des efforts. Je revois l'image dans laquelle il embrassait les pieds des leaders du Sud-Soudan. Après, évidemment, la mort de l'ancien chef, John Garang, et cette mort qui restait mystérieuse et qui a permis à l'actuel président, je ne me rappelle pas le nom, de prendre le pouvoir, ce président qui est entré en rivalité avec son vice, avec son vice-président, avec et Riek Machar, celui-là je m'en rappelle. Et finalement, s'en est suivi une guerre civile, tout ce qui est de plus extrême, massacre des populations, sans distinction, grande échelle, village détruit, évidemment, toutes les images auxquelles on est habitué. Et puis c'est un pays que l'ONU a voulu, l'ONU et certainement d'autres pays, a voulu aider à prendre forme. Malgré cela, j'imagine un pays à l'infrastructure assez peu développée. Et j'imagine, je peux comprendre, et évidemment un pays, le Soudan, dans sa version antérieure, consacrait beaucoup de ses budgets à la guerre, à l'effort de guerre. Donc, quelque part, déjà, ça défavorisait certains autres secteurs tels que l'éducation, les équipements, les infrastructures, la santé, etc. Et donc, là aussi, on peut dire cela, mais une fois que le pays a accédé à l'indépendance, il y avait là aussi peut-être les gens ont peut-être su faire la guerre, mais ils n'ont pas su faire la paix. Une tradition un peu guerrière qui est restée, qui est demeurée. Et puis, on peut dire que les dysfonctionnements ou ce qui manquait, ce qui n'était pas en place, n'a pas pu quelque part être, je veux dire, non pas les vides, mais même si le pays a des ressources, a de la matière première, le pétrole en l'occurrence, cette manne n'a pas pu servir au lancement d'une politique de développement. Pour ce qui est, j'ai parlé de la tradition guerrière, mais aussi de la présence des armes. Tout le monde se rappelle de ces reportages dans lesquels on voit les guerriers d'une tribu passer de la lance au AK-47, ce qui est évidemment, on peut faire beaucoup plus de dégâts avec un AK-47 qu'avec une lance. Et là,
quelque chose peut se comprendre aussi à ce niveau-là. Et puis la politique, comment dire, de vengeance, répression, enfin représailles plutôt. Quelqu'un qui attaque quelqu'un riposte et il y a un cycle de violence. Il faudrait quelque part, il y a des pays, on pourrait dire, des pays, il faudrait les mettre sous tutelle d'une façon globale pour essayer d'une certaine façon de créer les conditions d'un développement égal, d'un développement qui puisse un peu être le même partout. Un développement qui ne concernera pas que certains partis, notamment les lieux du pouvoir, mais qui va pouvoir bénéficier à tout le monde, sous tutelle évidemment de façon provisoire, pour empêcher l'émergence d'une classe prédatrice, opportuniste, etc., comme peut l'être l'armée aussi, d'une certaine façon, une classe préoccupée à s'enrichir plutôt qu'à essayer de s'occuper du bien public. Et là, nous voyons donc l'épouvantable, bien sûr qu'il était épouvantable, à 30 années au pouvoir, et j'imagine qu'il a été à l'origine d'un certain nombre de drames. C'est évident. Les drames font partie de l'ADN d'un certain nombre de gouverneurs ou de responsables politiques et militaires d'un certain nombre de pays. Il y a juste quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a, à un moment donné, l'arrivée des Européens dans le continent africain tout entier. Ce continent était, d'une certaine façon, en train de se transformer. Quoi qu'on puisse dire, il y a toujours des transformations, soit par quelque part un effet d'agglomération des territoires s'unissent à d'autres territoires, soit par un effet de fragmentation. Et dans le sens, on peut voir là aussi ce qui était constitué un ensemble uni se disperse et se divise. En tout cas, il commençait à y avoir l'apparition d'empires. Et donc, peut-être ces empires n'auraient pas vécu longtemps. On ne le sait pas, puisqu'ils ont été un peu interrompus dans leur élan. Et fondamentalement, le partage et le côté un peu les choses qu'on a fait au coteau, les choses qu'on a fait un peu... moi, je suis arrivé le premier, ce territoire est pour moi et je le déclare mien. Et d'une certaine façon, ce territoire peut comporter, peut englober des gens qui n'ont pas l'habitude de vivre ensemble. Qui, finalement, on a un État qui n'a pas d'homogénéité et qui ne l'aura pas avant. Donc il faut qu'il y ait ce processus d'homogénéisation. Le problème qu'il y a, c'est ce principe décrété par l'Organisation des États africains qui est de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. Donc on maintient des États qui ne sont peut-être pas, je ne peux pas dire pas viables, mais des États qui doivent être revus. Peut-être que le colonisateur, avant de partir, aurait dû redessiner l'Afrique, puisqu'il en avait le pouvoir, aurait dû, puisque finalement il a allé abandonner les territoires anciennement conquis, les redessiner, puisqu'il pouvait y avoir une conférence internationale entre les Belges, les Allemands, peut-être pas les Allemands, mais déjà parti, les Belges, les Français, les Anglais, peut-être les Portugais aussi, et en fait finalement se mettre ensemble pour dire ce pays-là, il existe, c'est un accident tel qu'il est dans son état actuel, il ne devrait pas exister. On a là des populations, ici on a des populations qui se retrouvent minoritaires alors que à côté
ils sont majoritaires, donc il faut les mettre ensemble pour éviter qu'il y ait un risque comment dire, un risque, je ne sais pas comment s'est passé les choses pour le Biafra, pourquoi le Biafra a été, comment dire, a connu ce qu'il a connu. Est-ce que c'était là aussi une question de frontières mal dessinées, ou c'est une question encore plus profonde ou plus d'une autre nature, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, le Biafra, quelque part, je m'en souviens, la guerre civile qui avait été considérée comme assez terrible, avec, j'imagine, les déplacements de population importants, mais surtout la mise à mort de beaucoup de gens et des traumatismes sans fin. Et voilà un peu la chose qui apparaît. Un peu, c'est des États artificiels. On peut considérer aussi que les États européens sont aussi des États artificiels. Quand nous voyons les mouvements de revendication régionale, comment dire, une certaine évolution vers l'autonomie qui elle-même pourrait mener vers des revendications indépendantistes, voir ce qui s'est passé en Catalogne, voir ce qui se passe en Corse, etc., etc. Les territoires actuellement unis peuvent connaître des évolutions. Bien sûr, ce sont des territoires qui se sont formés suite à des événements, quelquefois, ce sont des conquêtes. C'est des faits militaires qui ont permis de s'adjoindre certains territoires. Et aujourd'hui, là aussi, il y a l'intangibilité des frontières qui existent en Europe, on n'en parle pas. Et bien sûr, les choses sont beaucoup plus pacifiées. Les revendications se font de manière, j'allais dire, douce. Il n'y a pas de violence, sauf un peu en Corse. Mais le fait de se revendiquer et de réclamer pour soi de vivre séparé des autres existe aussi en Europe. Alors j'imagine qu'elle est encore plus forte en Afrique, qui n'a pas connu peut-être le mouvement de centralisation et qui n'a pas connu cet effort qu'ont consenti les États pour forger des éléments d'unité, notamment à travers un récit historique, à travers quelque part le combat qu'ils ont mené contre les langues minoritaires ou les langues régionales ou en faveur d'une seule langue. Il y a des effets comme cela. Donc la chose, il Béchir, évidemment, il faut se sentir heureux, mais fondamentalement, ce n'était pas une personne, c'était un système, c'était un régime, c'était une clique, peu importe. D'ailleurs, comment dire, il n'est pas épouvantable. Il ne faut pas non plus considérer, j'imagine, je pense, jamais je n'ai entendu ce qualificatif accolé. Jamais je n'ai entendu accolé au nom d'un président. On peut dire dictateur, on peut dire même sanguinaire, mais jamais épouvantable. On pourrait parler de ce qui se passe en Asie centrale, on pourrait parler, comment dire, il suffisait de dire dictateur pour que tout le monde comprenne, pardon, que la personne en question exerce un pouvoir quelque part illégitime, ou alors qu'il ne quelque part qui n'a pas lieu d'être là où il est, quelqu'un qui devrait céder, qui se maintient par la force ou par la tricherie ou par d'autres moyens, mais qui n'est pas légitime démocratiquement parlant. Donc cela suffit. Bien sûr, les choses sont largement plus complexes que tout ce que je peux pouvoir dire. Il y a toujours l'histoire du Darfour n'est pas réglée, je ne pense pas. Les problèmes structurels, on voit que, je ne sais pas,
un pays à un moment donné dont on disait qu'il pouvait être le grenier des pays arabes. Bien sûr, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai été quelque part, ça m'a paru une bonne chose. Et puis, on entend parler que cela peut se passer par la spoliation des terres qui appartenaient aux populations locales. Donc, quelque part, des gens viendraient acheter des terres, constituer des domaines énormes pour pratiquer des cultures d'exportation et finalement chasser les populations. Bien sûr, il y a toujours des problèmes au niveau de la propriété des terres. Il peut y avoir des systèmes de propriété plus ou moins, j'allais dire, pas totalement protégés par les lois actuelles, par les normes actuelles, c'est-à-dire qui ne sont pas déclarés auprès comment dire, de l'administration, de la conservation, je ne sais pas comment on dit ce terme-là, mais il peut y avoir peut-être comme ça une sorte de transmission qui se déroulerait en dehors en dehors des juridictions établies par l'État central. Et donc il est facile de chasser des populations parce qu'elles n'ont pas les preuves légales de la possession de la terre. Et donc la chose que j'avais pensée comme étant une bonne chose, voilà, pas pouvoir profiter de la générosité de la terre soudanaise, etc., etc. À un moment, les gens au Soudan sont sortis pour protester contre l'augmentation du prix du pain. Donc déjà le pays, il a du mal, comment dire, à accorder les choses pour sa propre population. Une population qui peut trouver un pain trop cher, c'est qu'elle n'a pas les moyens de le payer. Donc il y a un problème, soit les prix sont trop élevés, soit la population n'a pas suffisamment de pouvoir d'achat. En tout cas, tout le monde, finalement, la gestion d'un territoire qui peut être assez gigantesque, la gestion, comment on m'appelle cette expression, Paris et le désert français. Alors imaginons des pays qui sont 2 fois plus grands que la France, même quelquefois 3 fois plus que la France. Imaginons la difficulté à gérer, imaginons voilà le pouvoir et le poids que peut encore avoir Paris par rapport à ce qu'on appelle la province. Il y a Paris et puis il y a la province. La province en deuxième. On ne dit pas il y a la province puis il y a Paris. C'est toujours Paris d'abord, évidemment, sa couronne et tout ce qu'on veut, mais Paris. Paris et sa banlieue, mais d'abord. Et après, donc, on peut dire, voilà, il y a Khartoum et le reste du Soudan. Et tout le reste. Tout le reste, ce qui est la majeure partie du pays, ben, elle est dans une sorte de position secondaire. D'abord, Khartoum. Et donc, finalement, voilà donc la gestion d'un pays. Peut-être à un moment donné, dans ce type de conversation, on pourrait penser que les seuls être capables de gérer un pays, ce ne sont pas les politiques, ce sont peut-être les gestionnaires, ce qu'on appelle les technocrates. Et à ce moment-là, on confère une mission à quelqu'un et il devrait j'ai oublié le verbe qui va avec, et il devrait allez, je vais faire au plus facile, s'en charger, il pourrait s'en acquitter. Voilà, d'une certaine façon, et on sait, mais quand même un échec des gouvernements technocrates. Pourquoi? Je n'en sais rien. En tout cas, le politique, l'homme politique, a un sens, comment dire, j'allais dire, de l'équilibre, a un sens des choses que n'a pas le technocrate. Il a peut-être une vision d'ensemble, il est peut-être capable de mobiliser certaines énergies que le technocrate ne peut pas mobiliser. Il a la capacité de faire appel à certaines
mécanismes, notamment émotionnels, etc., etc. Peut-être qu'on pourrait un peu faire travailler les deux, le technocrate et le politique. En tout cas, il y a un échec flagrant parce que il y a bien sûr le poids démographique, mais tout à l'heure j'ai pensé le poids démographique, mais on pourrait considérer cela comme une richesse. C'est-à-dire plus de poids, c'est plus de contribuables, plus de contributeurs. Donc ça veut dire plus de gens qui travaillent, donc plus de gens qui cotisent. Nous, sans parler de ceux qui s'expatrient et qui aussi là envoient de l'argent. Donc finalement, plus on a de la population, on a les capacités. Après, bien sûr qu'il faut quelque part offrir à cette population un certain nombre de services. Mais l'État pourrait être gagnant, tout le monde pourrait être gagnant dans cette affaire-là. Avoir une main-d'œuvre et qu'il faut essayer de rendre la plus qualifiée possible, mais quelque part, il faut reprendre les choses, comme pour toute chose, du début, un peu, revoir tout. Mais le problème, c'est le pouvoir et l'attirance, et comment dire, l'attirance pour le voir, et cette chose qui fait que les gens désirent le pouvoir plus que tout. Donc le pouvoir, c'est-à-dire que moi, je vais jouir d'un certain nombre de privilèges. Ces privilèges, je vais en faire bénéficier ma famille, ma proche famille, et puis mon clan, et peut-être ma tribu, ou peut-être les gens de ma région, peu importe. Il y a toujours comme cela cette tendance, et l'intérêt personnel ou l'intérêt d'un groupe prévaut sur l'intérêt collectif. Et c'est toujours le problème. Bien sûr, on a quelques exemples un peu dans le monde, notamment où il y avait un président, je ne sais plus, du Guatemala ou un pays d'Amérique du Sud qui, lui, je pense, avait un rapport assez distancié au pouvoir. Voilà le problème que tout cela peut avoir. Il n'y a pas, par exemple, je ne sais pas, les élites, tous les pays maintenant fabriquent des élites, une élite, j'allais dire, gestionnaire, qui peut se charger. Mais cette élite peut, bien sûr, quelque part, préférer partir à l'étranger. Cette élite peut ne pas être bien considérée, ne pas être bien traitée, malgré tout. Et puis, cette élite peut ne pas être suffisante en nombre et en qualification. Mais bien sûr, le problème, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un homme épouvantable. Nous savons tous qu'un certain nombre de gens sont considérés dans leur globalité comme des êtres incapables, d'ailleurs, d'accéder, comment dire, d'accéder à un stade d'être comme tout le monde. Ils sont incapables de pratiquer la démocratie, l'alternance au pouvoir. Ils sont incapables de penser au bien public, beaucoup de corruption, beaucoup comment dire, beaucoup d'opportunisme, des gens qui, d'une certaine façon, se sont emparés de l'État pour leur intérêt propre. On va dire, par exemple, des gens qui ont chassé les colonisateurs, mais qui finalement ont pris leur place. Ils ont juste remplacé, ils n'ont rien changé. Bien sûr, cette chose est trop facile, mais c'est juste pour les mots, pour le dire comme ça. Ce n'est pas aussi facile. Mais on est passé peut-être de petits chefs, de chefs qui gouvernaient un territoire relativement peu important, peu étendu, à des gens qui avaient à leur disposition un territoire de plusieurs centaines
milliers de mètres carrés, avec des ressources énormes, etc., qui pouvaient donc jouir d'un certain nombre de privilèges que n'ont pas connu les rois africains, par exemple, être plus forts que des rois. Et c'est avec que les rois et que les empereurs. Et donc finalement, comme cela, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut encourager dans cette histoire qu'il y avait, quand on disait toujours par rapport à un moment donné, on disait oui, si vous voulez faire du bien, faites-le d'abord chez vous. Il y avait toute cette histoire qui disait les États-Unis aident le monde, mais les États-Unis ont des pauvres. Pourquoi d'abord ils n'aident pas leurs propres pauvres? Pourquoi? Les choses sont un peu plus compliquées, un peu moins évidentes que cela, mais surtout il y a, comment dire, si Clooney voulait se lancer de quelque chose, il n'a d'abord qu'à commencer par chez lui. Il y a des dysfonctionnements structurels incroyables dans son pays, et puis il y a des inégalités qui pourraient d'abord corriger des choses flagrantes, des maltraitances de toutes sortes chez lui. D'abord, commencer par chez lui avant de s'attaquer. N'oublions pas que les Soudanais qu'il pourfondait sont aussi des Noirs. D'abord, lui n'est pas noir. Et peut-être, souvent dans l'histoire, même actuelle tout de suite, et on vient de commémorer un quart de siècle de génocide, on appelle génocide, et puis les Noirs peuvent aussi maltraiter des Noirs. C'est pas une histoire que les gens maltraitent des gens parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont autres. Ce sont des problèmes qui peuvent quelque part se produire parce que il y a un arrière-fond. Quelque chose, certaines choses sont, comment dire, ont leur origine dans une antériorité peut-être assez lointaine. Ce sont quelque part, ce sont ces choses-là d'abord qu'il faut prendre en place. Puis finalement, il y a quelque chose, il n'y a pas que les droits politiques, il y a depuis, bien sûr, c'est en rapport avec l'instabilité qu'il y avait au Soudan, mais beaucoup de gens ont préféré quitter leur pays pour aller, des Soudanais, pour aller de toutes sortes, de toutes régions. Et puis surtout, l'histoire, je disais, il n'y a pas que les droits politiques, il y a aussi les droits de vivre, de pouvoir rester chez soi et de pouvoir, d'une certaine façon, vivre de façon digne. C'est ce qu'il faut, c'est une chose, c'est-à-dire à des États qu'ils s'appellent Soudan, Sud-Soudan, peu importe le territoire qu'ils contrôlent, il y a dans ces États des problèmes structurels qui font que leurs populations les plus dynamiques les quittent et dans des conditions assez périlleuses. Et il faudrait d'abord, d'une certaine façon, arrêter. Je me rappelle cette histoire-là qui peut paraître assez, comment dire, qui laisse un peu songeur. L'Érythrée qui était occupée par l'Éthiopie suite à ce que vous savez, et puis au mandat international, et puis finalement le pays, une fois libéré, il se retrouve un peu gouverné par un dictateur et puis ce pays a connu une guerre épuisante et j'imagine horrible. Peut-être que ce pays-là, s'il était resté dans le giron de l'Éthiopie, n'aurait pas connu cette guerre et puis il n'aurait pas connu cette situation d'oppression politique qui force un maximum de jeunes à le quitter. Et puis il aurait peut-être actuellement profité de l'élan, un peu le développement, je ne sais pas comment il faut le considérer, mais en tout cas l'amélioration des conditions de vie que connaissent les Éthiopiens
suite aux investissements étrangers, suite aux infrastructures, etc. Et on voit que il y a quelque chose qui est plus important, peut-être que les questions bassement politiques ou les questions un peu, je sais pas, il faut... le seul problème avec cette histoire de mandat onusien, on voit le mandat qui a été confié aux Français et aux Britanniques, ce que ça a donné, le mandat sur l'Orient, le mandat sur la Syrie et sur l'Irak, ce que ça a donné. Et puis, il est toujours pas facile. Et là aussi, on aurait des gens de l'ONU qui prendraient un peu la gestion d'un pays. Là aussi, ça va être des technocrates. Ce n'est pas évident. C'est toujours difficile. Je ne sais pas à qui il faut faire porter la responsabilité de l'échec de la mise en place d'un État viable au Sud-Soudan, malgré évidemment toute l'aide soutenue et de poids fournie par les Nations Unies. Il y a un échec et je ne sais pas si le Sud-Soudan va pouvoir. D'ailleurs, il y a une petite remarque comme ça. Ils ont gardé le mot Soudan, ils ne l'ont pas enlevé, bien sûr. Sinon, on va dire qu'ils étaient, d'une certaine façon, c'était plus que ce qui apparaissait. Les choses sont un peu plus complexes. Et sinon, ils auraient pu s'appeler, je ne sais pas, un nom sorti d'un dialecte local, je ne sais pas, un dialecte comme on appelle les différentes tribus dominantes là-bas. Dinka, un dialecte Dinka, qui aurait pu donner un autre nom, que ce nom issu de l'arabe. Voilà, donc ça restait le Sud-Soudan. En fait, c'est le Sud-Soudan. Le Soudan, c'est pas, il y a un petit... mais en tout cas, voilà, donc, à toujours quelque part, il y a toujours quelque chose qui peut, comme ça, survenir et compliquer les choses. Les fonctionnaires de l'ONU pourraient tenter, à part, comment dire, devraient devenir des sortes d'administrateurs plénipotentiaires dotés de pouvoirs énormes et à ce moment-là se mettre aussi à profiter de leur situation. Il y a toujours un problème. Comment finalement qui surveille les surveillants? D'une certaine façon, il faudrait là instaurer un système de surveillance pour essayer de contrôler les faits et gestes de ces hauts fonctionnaires, fonctionnaires extraordinaires, quoi. Et voilà toujours le problème. Alors, l'épouvantable, c'est la facilité. C'est la facilité. On peut toujours dire, on remplace quelqu'un par peut-être pire que lui. La pire des choses, c'est un peu l'instabilité. Après, il y a la gestion d'un pays, mais un pays qui passe par des phases d'instabilité politique et sécuritaire, là, c'est vraiment pas le top. Donc, il ne faut pas encourager la chose qu'on a faite et avec bonne volonté, c'est que nous avons au moins éprouvé de la sympathie pour le soulèvement d'une partie des Syriens, ce qui finalement s'est conclu par une catastrophe majeure et une catastrophe qui n'est pas prête de s'arrêter. Et on voit que peut-être qu'est-ce qui manquait aux Syriens. Il y avait la politique, il y avait le gouvernement du parti unique, il y avait quelque part un autoritarisme assez poussé, il y avait quelque chose comme cela. Mais finalement, ce que les Syriens avaient en jouissance, ils l'ont perdu totalement ou presque. Donc rien que pour revenir au même point d'avant les événements, il faudrait qu'ils fournissent un effort énorme. Il faudrait qu'il y ait un investissement de la communauté internationale,
quelque part qui devrait être incroyablement élevé. Mais ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses, dans le budget des Nations Unies, dans le budget des pays, ce n'est pas possible. Il n'y avait rien qui prévoyait cela. Les plans de reconstruction dépassent les capacités de n'importe quel pays. Et donc le pays va s'appauvrir et il ne pourra retrouver son état d'avant qu'après un certain nombre de décennies, peut-être jamais. Donc finalement, encourager la liberté pour la liberté. Donc, je veux pouvoir jouir, je veux voter pour qui je veux, sans quelque part, je veux pouvoir voyager comme je veux pouvoir dire ce que je veux, écrire ce que je veux. Il y a là une sorte de adéquation qu'on n'arrive pas à installer. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Est-ce que le prix, est-ce que la liberté vaut qu'on sacrifie pour elle tout ce qu'on a? Voilà, d'ailleurs, c'est ce que les États, un certain nombre d'États proposent. La sécurité d'abord et après la liberté. Je vous assure, la sécurité et la tranquillité, et ne me demandez pas plus. Et voilà comment on essaie, pourquoi il me semble quelquefois, pourquoi je cherche à protéger des gens que je suis évidemment en moi-même, des gens que je trouve totalement des gens irrespectables. Comment je peux demander du respect pour des gens que moi je ne respecte pas? Pourquoi quand l'autre se met à les déconsidérer, je me sens un peu mal, je me sens pas bien, ça me plaît pas. Ça me plaît pas évidemment qu'on dise que les pays arabes ou les pays africains ne connaîtront jamais la démocratie et qu'ils sont incapables, qu'il leur manque ce gène, qu'ils n'y arriveront jamais, que c'est des pays qui resteront fragmentés, divisés. C'est des pays avec des structures qui vivent avec des antagonismes qui n'arrivent pas à domestiquer. C'est des pays non viables, c'est des pays dont il faut toujours un peu, dont il faut se protéger parce que, etc. Ils sont pourvoyeurs de désordre. C'est des pays autres. C'est dans leur manière, c'est dans leur comportement d'être comme ça. Ils ne connaissent que la violence. Ce qu'il leur faut, c'est un homme, c'est de l'ordre, c'est comment dire, c'est un exercice de pouvoir, mais un pouvoir, comment dire, un pouvoir fort, un pouvoir autoritaire. C'est l'autoritarisme qui convient à ces peuples et rien d'autre. Dans quelques siècles ou quelques millénaires, ils arriveront peut-être à la démocratie d'ailleurs, on le leur souhaite, mais en attendant, il faut les considérer tels qu'ils sont. Donc, ils produisent des dictateurs à la chaîne, voilà, tout ce dont ils sont capables, dictateurs, fanatisme, et puis ils sont prêts à diverser une partie de leur population sur l'Europe ou ailleurs, toujours des pays qui n'arrivent pas à se gérer. Donc il faut toujours être prêt à les aider, à leur fournir
tout un tas de choses, des crédits, des biens de consommation, il faut les nourrir quand leur population crie famine, etc. Voilà un peu la chose, bien entendu, c'est des propos. Je ne voulais pas laisser passer l'occasion, c'était juste, en me réveillant, j'ai entendu ce mot épouvantable, traitant El-Bachir d'épouvantable dictateur, d'une certaine façon le dictateur qui n'a pas son pareil, le dictateur ultime. Les gens, je peux comprendre que par exemple les gens qui relisent l'histoire peuvent très bien qualifier Lénine à utiliser les qualificatifs des qualificatifs dépréciateurs, des qualificatifs déconsidérants pour parler de cette... Avant de parler de Staline, ce qui est assez particulier, c'est que Staline, on ne dit pas le massacreur ou le tueur ou l'assassin Staline ou l'épouvantable Staline, on ne dit même pas l'épouvantable Hitler, on dit Hitler tout court. On dit Hitler, Adolf Hitler. Et là, pourquoi d'un seul coup on dit épouvantable El-Bachir? Tous, s'il faut appliquer ce qualificatif à une personne issue du monde dit arabe, il faut en ce cas l'étendre à tout le monde, à tous les gens qui font preuve d'une sorte d'excès dans le rapport au pouvoir des gens qui sont à l'origine d'un certain nombre de faits inacceptables. Dans certains pays, c'est la famine, dans d'autres, Mao par exemple. Mao, on ne dit pas Mao la fameur, on ne dit pas Mao le terminateur, on ne dit pas Mao l'annihilateur. Bien sûr, les gardes rouges, les famines, etc. Cela, Mao, Zedong, ça reste Mao, la marche, toujours un mouvement en train de marcher, Mao en train de déclarer la République populaire de Chine, Mao, toujours avec sa casquette. À la rigueur, on a parlé de la bande des quatre, mais c'était les règlements de compte entre les successeurs, après la mort de Mao. Mais Mao, quelque part, avec, comment dire, un peu sans trop prendre parti, on peut dire que Mao a été aussi à l'origine d'un certain nombre de faits terribles. C'est lui qui a lancé la révolution culturelle, pour prendre cet exemple-là. Et même pour Pol Pot, on ne dit pas l'épouvantable Pol Pot, on dit Pol Pot. Je ne sais pas ce que ça veut dire littéralement en cambodgien, mais on dit Pol Pot. On ne dit pas le sanguinaire, l'assassin de masse. On ne dit pas, par exemple, on pourrait dire d'Hitler l'assassin de masse, l'exterminateur, le criminel Hitler, simplement. Un criminel, le criminel Hitler. Chaque fois qu'on prononcerait son nom, on se rappellerait qu'il a été l'initiateur d'une série de crimes, et c'est un criminel. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, bien sûr, El-Bachir est un criminel, mais c'est un petit criminel comparé à Staline ou à Hitler ou à d'autres. Même à celui qui fut un empereur des Belges et qui a tué Léopold, je ne sais plus quoi, qui a tué un nombre considérable de millions de Congolais. Et c'est cela aussi qu'il faut rappeler. On m'étonnerait qu'on dise de lui l'épouvantable Léopold, je sais si c'est bien son prénom, son nom. En tout cas, je m'en fiche de me tromper sur son nom, mais en tout cas, voilà l'histoire. Il faut être un peu pratiqué, accordé, comment dire. Il faut traiter les gens à égalité, même si dans un, je ne sais pas, ce que ça peut apporter à la jeunesse de leur dire qu'il fut surtout des gens peut-être qui ont vu, qui vivent dans un autre monde plein de jeux, plein de guerres, plein de massacres, etc. L'épouvantable, je ne sais pas combien de gens ont déjà regardé cette émission,
Donc déjà pas énormément, mais en tout cas, parmi ceux qui l'ont regardé, qu'est-ce qu'ils peuvent associer au mot épouvantable quand, je ne sais même pas, des gens, on leur parle de gens noirs, lointains, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent saisir d'une situation. Vous arrivez quelque part, vous parlez d'un village qui a été brûlé, vous avez juste les cendres, l'emplacement des cases, vous ne voyez pas les corps, vous voyez juste, qu'est-ce que ça peut dire à quelqu'un qui ne connaît pas, bien sûr, une vie, d'une certaine façon, quelqu'un qui vit dans une case, il a peu de choses, et même cette chose-là lui est arrachée. Bien sûr, il y a des gens qui sont mis à mort, des gens qui sont tués de manière massacrée, pas tués de façon propre, massacrés, et des gens peut-être brûlés dans leur case, et peut-être des femmes réduites un peu à une chose, comment dire, à un objet sexuel, et des enfants endoctrinés pour faire la guerre, et il y a des tas de choses. Cette chose-là, peut-être pour les enfants, leur parler plus des enfants soldats, ça c'est bien, pour qu'ils comprennent le destin de certains enfants qui ne sont pas responsables, évidemment, de ce qu'ils ont commis comme horreur, mais ils ont été entraînés là-dedans, endoctrinés, etc. Et c'est pas la peine. Par exemple, une armée dont personne n'a voulu se lancer, sauf un peu les États-Unis à un moment donné, mais l'armée du Seigneur qui sévissait et qui, entre le Kenya et le Rwanda, tout ça, cette armée de seigneurs qui, évidemment, donc, comme le nom le fait entendre, et peut-être de conviction chrétienne, et c'est une armée qui a sévi et qui a massacré, qui a fait beaucoup de dégâts. Bien sûr, il n'y a pas eu de demande de croisade mondiale contre cette armée, il n'y a pas eu de mobilisation internationale. Souvent, voilà, la mobilisation, c'est contre un peu, c'est l'impression qu'on peut avoir à un certain moment, même si, fondamentalement, et à la fin, j'ai pas eu tellement d'arguments pour développer et pour expliquer cette impression. Je l'ai ressentie, peut-être que c'est une impression ancienne, que dans les faits actuels, je suis beaucoup moins dans ce ressenti-là, mais j'ai voulu exprimer quelque chose, malgré tout, cette prise de parole dans laquelle on met un peu, j'essaie de fournir une synthèse des choses. C'est une manière, c'est un effort que je fais pour rester un peu au plus près d'une actualité, j'allais dire internationale, un peu contextualiser les faits, un peu fournir une contribution. Et nous sommes tous, moi évidemment, et toi et tout le monde, nous faisons partie de ce monde, et tout ce qui arrive dans le monde nous réclame peut-être réclame qu'on s'intéresse à lui, qu'on essaie de le comprendre, de l'approfondir. Souvent nous sommes beaucoup un peu intéressés par les choses dramatiques. Il y a aussi des choses bien, mais il y a des choses qui peuvent apparaître bonnes et positives, et puis à la fin peut-être causer des dégâts. Beaucoup plus tard, il y a des changements de mode de vie qui ne sont pas les meilleurs. Il y a peut-être une certaine cette urbanisation excessive dans certains pays, là aussi conduit à des problèmes. Le monde, on a l'impression de s'intéresser à lui qu'à partir d'une seule de ces dimensions, la dimension climatique. Le monde est aussi l'humanité dans sa diversité de conditions et d'existence, pas de race, ça n'existe pas, mais dans sa diversité de conditions d'existence, une humanité qui est peut-être dans certaines conditions favorisée et dans d'autres beaucoup moins favorisée, et connaître des situations difficiles, notamment cycle de sécheresse, cycle d'instabilité économique ou politique. Et si on a beaucoup parlé des effets de la crise
des subprimes et la crise financière. On va parler au niveau des pays dits développés. On n'a pas été voir ce qu'il en a été au niveau des pays dits sous-développés où on voit de développement. Ça a dû être pas mal, sûrement. Mais je ne sais pas, quand vous avez un taux de chômage qui avoisine, enfin, je sais pas, des chiffres assez énormes, si vous ajoutez, je ne sais pas, un petit peu plus, ça passe. Donc vous ne constatez pas un grand changement. C'était 40% de chômage, maintenant c'est 45 ou 50, bof, c'est quoi? Et voilà, donc l'élément humain constitue un peu la richesse, parce que chaque individu, quelque part, exprime une certaine apporte quelque chose. Chaque personne ressent la vie à sa manière et de par ce fait, il est unique, il est irremplaçable. Et c'est cela qui doit un peu être la base de nos relations. Considérer les autres comme des êtres irremplaçables, précieux. Et on peut remplacer les bâtiments, mais on ne peut pas remplacer les hommes. C'est évident. Et à cette occasion, évidemment, un petit clin d'œil à ce qui arrive à Notre-Dame. On peut remplacer les bâtiments, ça a été dit par quelqu'un tout à l'heure, mais on ne remplace pas les hommes parce que les bâtiments ont une histoire, mais cette histoire, elle est reconstituable, tandis que les hommes, ils ne l'ont pas. Et puis un bâtiment, on va dire qu'ils subissent un traumatisme, un bâtiment, tandis qu'un homme, un être humain qui passait par des conditions difficiles, en garde le souvenir et tout au long de sa vie. Donc les enfants traumatisés resteront traumatisés, ou les enfants handicapés suite à quelque chose de violent. Pas handicapés de naissance, les gens, ou suite à un accident, suite à un acte de guerre, ces gens-là garderont un double traumatisme, si ce n'est plus. Et voilà les gens à qui on doit penser, pour lesquels on doit avoir un peu une pensée émue, et surtout une volonté d'apporter de l'aide, quelle qu'elle puisse être cette aide, quelle qu'elle puisse être son niveau. Je fournis un peu la mienne, comme ça, un peu en silence, dans mon coin, en parlant comme je parle, contribuer un peu à la création de cette humanité unie mais diverse, comme la famille, comme les familles ordinaires. C'est une unité qui un peu se distingue par une diversité. En même temps, on est les mêmes et en même temps semblables et en même temps différents. Et c'est tout cela qui, comment dire, c'est notre spécificité. Et quelque part, chacun qui prône un peu plus de retenue, un peu plus de prudence dans le jugement, dans le rapport qu'on a à autrui. Beaucoup moins un peu discrédité, beaucoup moins dévalorisé, beaucoup moins voilà l'autre. Voilà, ne pas se précipiter, ne pas juger très vite, essayer de comprendre, et encore le mot de contextualiser, de mettre les choses dans quelque chose de plus grand pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible. Voilà, mon effort s'achève ici. C'est une manière aussi de lutter contre l'oubli et de faire un peu une sorte d'acte. Je sais pas s'il a une quelconque importance, mais en tout cas, je fais acte de présence dans le monde par ces paroles.